Allez. Ok, eh ben on y va. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour le webinaire d'asthme et allergie. On a la chance ce soir d'avoir un animateur qui s'appelle Yves Magard et qui est une sorte de référence en pneumologie sur l'éducation thérapeutique. Alors, je pense qu'il n'aime pas tellement la façon dont je le présente, mais depuis que je suis tout petit, c'était il y a déjà quelques années, eh ben, j'ai toujours connu Yves comme quelqu'un qui a toujours été promoteur de l'éducation thérapeutique, notamment à l'hôpital Saint-Joseph. Il a toujours été très en avance sur ces éléments-là, des éléments qui petit à petit s'inscrivent dans la prise en charge des patients, mais qui restent quand même un tout petit peu en retrait par rapport à ce qui devrait être. Et donc là, on va profiter de sa connaissance pour essayer de discuter les éléments qui vous permettent de bien préparer votre consultation avec le médecin. Ce n'est pas forcément évident parce que vous arrivez avec le médecin il vous dit bonjour, vous allez bien, il vous bouscule un peu. Et donc, c'est important de préparer cette consultation et que vous sachiez quelles questions vous allez lui poser, puis surtout ce que vous allez lui dire. Donc, Yves, on est ravi que tu sois avec nous ce soir et on t'écoute. Merci Gilles pour cette sympathique présentation. Merci Dorian pour avoir organisé ce webinaire. Bon, alors comme a été présenté par Gilles, on va parler aujourd'hui de la manière dont vous pouvez préparer votre consultation, alors que ce soit une consultation de suivi pour votre asthme, pour votre allergie ou une première consultation, hein, ça peut arriver. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques diapositives, il n'y en a pas beaucoup, et puis après, ben, je vous propose qu'on discute et qu'on réponde à vos questions. Alors, je vais tout de suite me mettre partager. Ok, voilà. Tac. Je vais Voilà. Alors, préparer sa consultation. Bon, c'est vrai que on a remarqué que quand la consultation est préparée, elle est souvent plus efficace et puis elle est plus satisfaisante, à la fois pour vous, patient, mais également pour le professionnel de santé. Et puis, ce qui est très important, ça permet d'avoir un rôle actif dans votre prise en charge. C'est-à-dire que vous avez préparé, vous avez pensé à des questions que vous aimeriez discuter avec le médecin, et donc vous mettez dans un rôle actif. Et on verra que c'est vraiment important. Le fait de préparer et puis de prendre quelques notes, ça permet de ne pas oublier des choses que vous aimeriez demander, discuter avec le médecin. C'est tellement classique quand on finit une consultation de se rendre compte, de se dire, mince alors, j'ai complètement oublié, j'avais envie de lui demander telle chose, j'ai tel problème, et puis bon, ben, j'ai oublié. Du coup, je le revois dans 6 mois, dommage. Donc voilà, ça permet effectivement de ne pas avoir cette frustration si on y a pensé avant et qu'on a pris deux, trois notes sur un petit carnet. Donc, la consultation préparée, c'est du temps gagné parce que vous apportez des informations que le médecin n'aura pas besoin de vous demander, de poser plein de questions. Donc, ça augmente le temps que vous aurez justement pour pouvoir discuter avec lui. Et puis, vous êtes plus informé, vous avez un médecin qui a plus de temps, vous pouvez participer à des décisions. Tiens, il y a un traitement à changer aujourd'hui, ben on va en parler et puis on va essayer de voir comment faire. Donc voilà, préparer sa consultation, ça permet de passer d'un traditionnel interrogatoire. Vous savez, le médecin il va vous poser des questions, et le souffle, et la toux, et la nuit, et le jour, et le boulot, et le sport, etc. Donc voilà, plutôt que de faire ce ping-pong, vous aurez déjà préparé les choses et on sera plus dans un dialogue que dans une espèce d'interrogatoire avec des questions fermées. Alors, c'est quoi les principales informations que vous devez rassembler justement pour cette consultation préparée? Ben, alors, si c'est une consultation de suivi, il faudra lui raconter l'évolution des symptômes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière consultation? Ensuite, votre traitement, c'est important de savoir comment ça s'est passé. Je vais les reprendre en détail, ces choses-là. Hein. C'est pas très long, mais... Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, les questions.
vous vous posez des questions sur votre santé, sur votre maladie, vous avez vu sur Internet, tiens, il y a des nouveaux traitements, ou alors il y a des nouvelles précautions qui sont recommandées. J'aimerais bien avoir son avis là-dessus. Et puis en plus, si c'est votre première consultation, il y a plus de choses à lui communiquer, hein. À part tout ce qu'on vient de dire, vous avez peut-être des examens, des dossiers médicaux antérieurs, vous avez eu déjà des traitements, il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Donc tout ce qui vous paraît important pour qu'il vous connaisse et pour qu'il gagne du temps, ça vaut la peine de le préparer. Alors, les symptômes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont été correspondant à votre maladie? Il peut y avoir eu un épisode d'aggravation de vos symptômes. Par exemple, vous avez été en contact avec des allergènes, vous êtes allé dans une maison que vous ne connaissiez pas, il y avait de l'humidité, il y avait beaucoup d'acariens, et boum, votre asthme s'est aggravé. Ou ça peut être l'arrivée des pollens, vous n'avez pas pris suffisamment de précautions, vous êtes exposé à la floraison pollinique, et du coup, ça peut majorer votre asthme. Il peut y avoir un virus, une grippe, une rhinopharyngite, et on sait que ça peut majorer vos symptômes. Donc tout ça, c'est important à lui dire. En général, on se base sur les dernières semaines, 4 dernières semaines, pour essayer de recenser tout ce qui s'est passé. Voilà, est-ce que ça a retenti sur votre activité quotidienne, sur votre sommeil? Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas, mais certains médecins proposent à leurs patients de, de, de se tester avec ce test qui est extrêmement simple, hein, qui prend 30 secondes à remplir et qui permet d'avoir un score et de savoir si votre asthme il est bien contrôlé ou s'il est insuffisamment contrôlé, ce qui implique de discuter, de voir comment modifier le traitement. Vous voyez, les différentes questions portent sur les 4 dernières semaines. Alors, le premier item, c'est est-ce que ça vous a gêné dans vos activités au travail, à l'école, à l'université ou à la maison? Et vous voyez qu'il y a un score de 1 à 5. Quand c'est 5, c'est top, tout va bien. Et plus c'est bas, plus la gêne est importante. Voilà. Donc là, le deuxième point à, à évaluer, c'est l'essoufflement. Ensuite, on vous demande si, au cours des 4 dernières semaines, les symptômes de l'asthme ont été gênants pendant la nuit. Est-ce que ça vous a réveillé la nuit? Ensuite, on vous demande, est-ce que vous avez utilisé de manière importante votre inhalateur de secours, hein, le bêta-mimétique d'action rapide, hein, voilà. Et puis, globalement, finalement, comment est-ce que vous vous percevez par rapport à votre asthme au cours des dernières semaines? Alors, ça peut être totalement contrôlé, bien contrôlé, un peu contrôlé, très peu et pas du tout. Et vous voyez qu'il y a un score, hein, et finalement, quand on est à 20 ou au-dessus de 20, tout va bien, et en dessous, c'est moins bien. Voilà. Il y a des médecins qui aiment bien euh, proposer à leurs patients ce test qui permet d'avoir un élément objectif pour engager la discussion. Et parfois, c'est fait au cabinet, hein, c'est très rapide. Voilà. Alors, le traitement. Là, c'est très important d'en parler avec votre médecin et d'y avoir réfléchi avant. Est-ce que vous trouvez que le traitement qui vous a été prescrit vous convient? D'ailleurs, vous savez, il n'y a pas toujours une régularité extrême, hein. On sait bien que bon, les traitements qui durent des mois, des années, il y a souvent des hauts et des bas dans la manière de les prendre. Alors, c'est important de savoir si vous avez pu suivre la posologie prescrite de manière très, très rigoureuse. Sinon, important aussi de lui dire pourquoi, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées si vous n'avez pas pu Alors, ça peut être des oublis, ça peut être parce que vous trouvez qu'il y a des effets indésirables. Enfin, tout ça, c'est important d'en discuter sans rien cacher, parce qu'en général, il n'y aura pas de jugement, mais c'est simplement pour pouvoir vous donner des tuyaux pour améliorer votre adhésion au traitement. Voilà. Et voilà, globalement, hein, qu'est-ce que vous en pensez de ce traitement? Est-ce que vous le trouvez bon pour vous? Ou est-ce que vous aimeriez discuter d'un changement?
savez, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on entend parler des amis qui ont de l'asthme et qui ont un autre traitement, qui vous disent que ça leur réussit très bien. Alors vous dites pourquoi pas moi. Il peut y avoir des nouveautés sur lesquelles vous avez été interpellé sur Internet. Donc tout ça, c'est important. Et puis, vous avez des personnes qui souhaitent décider avec leur médecin d'une certaine autonomie pour pouvoir ajuster leur traitement en cas de si ça va moins bien, si vous avez une rhinopharyngite, une grippe et que vous voyez que les choses vont un peu moins bien, alors vous pouvez discuter avec votre médecin et lui dire écoutez docteur, moi j'ai parfois voilà dans cette situation, par exemple quand je vais chez mes parents à la campagne, je suis toujours un peu plus gêné, j'aimerais avoir euh, des indications pour pouvoir modifier mon traitement de manière préventive ou alors si j'ai une crise, j'aimerais me sentir un peu plus en autonomie pour faire face à ces difficultés. Donc ça, c'est important d'en parler avec lui parce qu'il existe des modalités pour faire face à ces situations. C'est ce qu'on appelle les plans d'action qui vous donnent des différentes indications pour modifier soi-même son traitement en cas d'incident ou d'aggravation. Voilà. C'est un point que vous pouvez envisager avec le médecin. Et puis, on a dit que si jamais vous avez préparé votre consultation, ça va être du temps gagné et vous allez avoir la possibilité d'échanger avec votre médecin. Alors, ça peut être des questions sur votre santé, votre maladie, c'est voilà, plus d'informations sur votre environnement, comment le faire en sorte qu'il soit vraiment, est-ce que les housses anti-acariens c'est bien, est-ce qu'il faut mettre des sprays sur votre matelas. Vous savez, c'est des sujets qui sont un peu discutés. Sur Internet, vous allez trouver toutes sortes de, d'informations, parfois différentes. Donc, vous aimeriez clarifier des choses avec votre médecin, c'est le moment. Et donc, vous l'avez noté, voilà. Est-ce qu'il y a des nouveaux médicaments? J'ai entendu parler d'eux, etc. Est-ce qu'on peut en parler? Et puis, ça peut être d'autres sujets, hein. Vous allez partir en vacances à l'étranger, vous allez prendre l'avion, vous allez aller dans des climats un peu compliqués. Donc, comment préparer votre voyage? Dans le couple, madame envisage une grossesse, elle se pose des questions sur avant de démarrer sa grossesse, elle se dit comment va évoluer ma maladie, est-ce qu'il va falloir prendre certaines précautions, est-ce que les médicaments, il va falloir modifier quelque chose, enfin bref. Et puis, ça peut être aussi, ben, euh, j'ai vu qu'il y avait des associations, que ça peut être intéressant pour moi d'en faire partie, comment ça se passe. Donc voilà, comment discuter avec votre médecin. Voilà, donc c'est en gros les différents sujets. Donc ce qui est très important à, à savoir, c'est que là, vous franchissez un pas. Vous sortez d'une approche traditionnelle où le médecin va être, bon, j'ai pris le médecin homme et le patient femme, parce que bon, mais évidemment, tout ça est interchangeable. Mais c'était surtout pour vous dire que vous allez passer d'une approche, donc, entre guillemets, traditionnelle, c'est-à-dire, bon, le médecin il va vous poser un tas de questions, il va vous donner des instructions, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, n'oubliez pas, etc. Et on sait très bien que avec cette approche, le patient va oublier plein de choses. Il va oublier plein de choses parce que la consultation est courte, parce qu'il y a beaucoup d'informations à intégrer en peu de temps. Euh, il n'a pas le temps, s'il ne comprend pas, il n'a pas ni le temps, ni forcément se sentir à l'aise pour poser des questions, retarder le médecin. Donc, effectivement, c'est pas idéal. En revanche, dans cette approche collaborative, on est vraiment dans un dialogue. On n'est plus dans le questionnement à sens unique, vous voyez. C'est dans le double sens. On est dans un dialogue. Vous avez des choses à dire au médecin. Lui, il est très content d'avoir votre point de vue, votre vécu de la maladie. Euh, et donc, ça fait une boucle hein, d'échange. Et donc, on est plus dans un partenariat que dans une situation de haut en bas. Ça va vers ce qu'on appelle, alors je m'excuse, c'est un mot anglais, l'empowerment. L'empowerment, c'est tout simplement donner un peu plus de pouvoir aux patients, et ce qui paraît de plus en plus normal. Hein. Donc, ça va permettre à la personne donc d'augmenter sa capacité de prendre effectivement soin de soi.
et de sa santé. Donc, bah, je pense qu'aujourd'hui, hein, on est dans, dans, dans un mode relationnel qui, qui s'inscrit beaucoup dans cette tendance à plus d'autonomie pour les patients, plus de capacité à, à gérer davantage sa santé en collaboration avec le médecin. Voilà. Donc c'était un peu les choses, hein, c'est pas, il n'y a pas de secret, hein, c'est simplement une démarche un peu nouvelle dans laquelle c'est important pour vous, patients, de vous inscrire et vous verrez qu'il y aura un grand bénéfice dans cette relation avec votre médecin. On parle d'ailleurs beaucoup d'alliance thérapeutique, c'est-à-dire que là, on est vraiment des partenaires pour ensemble essayer d'obtenir le meilleur pour votre santé. Voilà, bah écoutez, c'est tout simple, hein, et je vous encourage à prendre les choses un peu en main pour votre santé. Voilà. Voilà, moi j'en ai terminé. Je crois que je ne sais pas Non. si vous avez quelque chose à rajouter, sinon. Merci Yves. Alors, je- je vais me permettre un peu de challenger ta présentation qui est évidemment très intéressante. Mais si on se place d'un côté d'un patient, du côté d'un patient, je pourrais te dire, bah, écoutez, c'est bien gentil, c'est très théorique, mais moi, mon médecin, il veut pas ça. Il m'accorde pas ce dialogue-là. J'ai une consultation très courte, il me parle pas beaucoup. Je suis volontairement provocateur, mais il y a un certain nombre de patients qui sont dans ce contexte-là. Et le dialogue partenariat entre le médecin et le patient dans le cadre d'une maladie chronique, moi, me paraît, à titre personnel, bien évidemment, indispensable, puisque c'est vraiment comme dans un couple, hein, il faut que le patient soit en phase et il faut que le médecin soit également en phase avec son patient, il faut qu'il y ait une écoute, mais parfois, ça ne vient pas. Et là, le patient peut avoir préparé ce qu'il veut, c'est difficile quand même, parce que effectivement, tu nous dis, tout ça, ça sous-entend un échange, mais il y a un paquet de consultations où le patient sort de consulte et dit, bon alors, il t'a dit quoi le docteur? Bah, il m'a dit, ça va. Oh. Voilà. euh, Ben oui, oui, non, mais je pense que c'est au patient peut-être d'introduire une rupture par rapport à ça. Et c'est pour ça, c'est-à-dire que, docteur, aujourd'hui, ben voilà, voilà ce qui s'est passé depuis la dernière fois, j'ai noté, etc. Mais j'ai vraiment une question qui me tient à cœur. J'ai envie de... Est-ce que vous êtes d'accord? Ça m'étonnerait que le médecin dise, Alors, voilà, c'est important d'oser finalement, d'oser se mettre dans cette position de questionner. Vous savez, en Angleterre, ils ont ben, je les ai pas là, mais des, euh, Les Asmaners. des posters dans le, dans les salles d'attente, dans les couloirs, etc. Et ils encouragent les patients à poser des questions. Donc c'est vrai que ça doit venir du patient. Poser des questions. euh, Mais je il y crois a- que c'est très important ce que tu nous dis, parce qu'en fait, souvent, il y a un rôle un peu descendant avec un docteur qui dit écoutez, écoutez, petit, c'est moi qui sais, et puis je vais vous dire que ça va se passer comme ça. Je pense qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut plus accepter, et je crois que le patient, il doit dire, mais non, non, moi, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, et il y a un certain nombre de questions que je vais vous poser. Et puis, si on n'est pas en phase avec son docteur, il faut savoir réclamer. Et si c'est vraiment si on n'a pas quelque chose d'acceptable, il y a d'autres docteurs. Tous les pneumologues ne sont pas forcément égaux, n'ont pas forcément la même écoute. Tout le monde n'aime pas tout le monde. À titre personnel, je peux plaire et je peux déplaire. Et effectivement, j'ai pas de souci avec ça. Il y a des patients qui sont pas à l'aise avec moi et qui vont être à l'aise avec quelqu'un d'autre. Et donc, je pense que c'est très important ce que tu nous dis. Quand on est patient, on n'est pas là pour subir une consultation parce que c'est notre consultation, pas celle du docteur. Et je crois que c'est important que ça devienne une sorte d'espace personnel. Et pour ça, il faut oser en faire un espace personnel, qui n'est pas si simple que ça quand même, hein. Alors, moi, j'avais lu des papiers dans lesquels il ressortait que lorsqu'un patient arrive, alors, il fut un temps où on utilisait beaucoup le débit de pointe, le peak flow, c'est vrai que ça Ça semble se fait se plus. faire. Mais quand le patient arrivait, parce qu'ils avaient à l'époque un carnet avec des mesures de peak flow à faire, des choses à remplir, etc., eh ben, l'étude montrait que les médecins étaient vraiment contents d'avoir quelqu'un qui se sentait plus impliqué dans sa maladie,
Le dialogue était vraiment basé sur des faits objectifs. Comme tu disais très bien tout à l'heure, souvent les consultations, bon, comment ça va? Oui, ça va, ça va. Mais lorsque le patient prépare en disant, bah, comment ça va? Bah, écoutez, globalement, c'est pas trop mal, mais depuis 4 semaines, nanana. Ou alors, vous savez, j'ai bavé pendant le printemps parce que j'ai eu une super rhinopharyngite qui m'a complètement mis par terre. J'étais obligé de prendre mon bétamimétique, etc., etc. Donc, si le patient est sensibilisé, la question ça va peut aller vraiment un peu plus loin Ouais, que la ça va. question, la question ça va, quand on dit à un asthmatique si ça va, il répond toujours ça va, hein. Oui, c'est Donc ça. effectivement, la question ça va, elle est toujours. Et c'est pour ça, moi, dans chaque consultation, enfin dans chaque consultation, je suis un peu excessif, mais dans quasiment la quasi-totalité de mes consultations, j'utilise le score ACT, qui est l'équivalent du débit de pointe d'avant. C'est-à-dire Oui, comment s'est passé votre hiver. Ils vont me dire ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé. Et derrière, il y a le score ACT, où le score ACT, quand tout le monde, quand toutes les réponses sont à 3, en fait, le score ACT, il est intéressant parce que ça traduit oui, la façon dont l'asthme est envahissant dans le quotidien. Je vais utiliser un langage très fleuri, mais en gros, c'est le degré d'emmerdement lié à l'asthme. C'est-à-dire oui, que, en gros, quand on a 4 ou 5 tout le temps, ça veut dire que on n'a pas de l'asthme tous les jours et il faut pousser un peu sur la machine pour voir son asthme. Et quand on a des 2 et des 3, ça veut dire qu'on a de l'asthme tous les jours et quoi qu'on fasse, on subit son asthme. Et ce score, il est très puissant pour ça. Et quand effectivement, on a des gens qui ont 12 ou 13, 12 ou 13, vous savez, l'imaginaire collectif, 12 ou 13 sur 20, c'est pas une mauvaise note, hein. 12 ou 13 voilà. sur 25 dans l'asthme, c'est une note pourrie, c'est une qualité de vie pourrie. Et c'est pour ça que le score ACT, il est majeur. Alors, je ne sais pas si tu t'y retrouves, toi, Dorian, dans notre discussion. Si, je m'y retrouve, mais effectivement, c'est toujours compliqué quand on est patient de dire ce que nous, on pense au médecin. Il y a ce lien de hiérarchie, moi, derrière le bureau, là, où on a le médecin qui a un peu le savoir, et nous, on est là pour presque bêtement, en fait, appliquer les choses ou l'ordonnance, en tout cas, essayer. Et je pense qu'il est important aussi de dire peut-être aux gens que la discussion avec le médecin, ça s'apprend, c'est pas inné, et ça peut s'apprendre en éducation thérapeutique. Il y a tout un tas de scores qui existent dans l'asthme, dans la rhinite, etc. C'est des choses que nous, patients, on peut peut-être aussi préparer à la maison et apporter en consultation si ce n'est pas fait par le médecin. En tout cas, moi, j'encourage les patients que je vois en ETP à le faire. On leur remet volontiers des ACT, puis le faire et tout ça, et puis pour permettre de comparer. Mais il ne faut pas sous-estimer, je pense, le rôle de l'éducation thérapeutique et peut-être dire aux patients qu'ils peuvent se rapprocher de ces écoles de l'asthme, ces écoles de l'atopie, ces écoles de l'allergie pour réussir à dialoguer avec son professionnel de santé parce que bah, ce n'est pas simple quand même et souvent on a quand même peur de dire au médecin, bah, je pense que le mieux pour moi, c'est ça. C'est pas évident à le dire, à dire. Alors, ouais. Gilles, tu veux peut-être, vas-y. Bah, en fait, la personne la plus importante de la consultation, c'est pas le docteur. Il faut quand même, la personne la plus importante de la consultation, c'est le patient qui doit sortir de la consultation avec, dans l'asthme, en fait, quand on évalue l'asthme, il faut que le patient il sorte avec une idée de ce que va être son asthme dans les mois qui viennent. C'est-à-dire, quand on est le 12 septembre, on évalue l'asthme du 12 septembre et on dit, OK, on va faire ça et on va voir comment ça se passe pour cet hiver. Et on le revoit à la sortie de l'hiver et on réévalue l'hiver. Et la personne la plus importante, c'est pas le docteur. Et donc, ça, c'est important de considérer qu'on est la personne la plus importante de la consultation. Ce qui est très difficile vis-à-vis de docteurs qui parfois ont cette position un peu. Et donc, ça, il faut l'inverser. Mais c'est comme tu le dis, Dorian, c'est très difficile à inverser. Alors, Yves, toi, tu as l'idée, tu as l'expérience de l'éducation thérapeutique et tu as passé une bonne partie de ces dernières décennies à former des gens à apprendre leurs symptômes, à reconnaître leurs symptômes, à avoir une idée de leur... Parce que les patients asthmatiques vont dire, ouais, mais je ne suis pas là pour me plaindre. Mais se plaindre, euh, c'est pas se plaindre, en fait. Et puis, euh, je dis souvent, vous savez, en fait, quand vous donnez vos symptômes, c'est pas de la complainte, c'est de l'évaluation factuelle. Et donc, il y a une vraie différence entre s'évaluer, c'est pas se plaindre. S'évaluer, c'est s'évaluer. C'est-à-dire que si ça pas, s'il y a des symptômes, c'est une évaluation factuelle de mon asthme va pas bien. Ce n'est pas une plainte. Or, un grand nombre de patients asthmatiques gardent leurs symptômes en ayant l'impression de se plaindre de leurs symptômes.
Je pense qu'Yves, tu connais bien ça et tu as passé une bonne partie de ces dernières années à essayer d'inverser cette chose-là, quoi. Alors moi, sur le plan du professionnel, euh, je me mets à la place du professionnel maintenant. Moi, j'ai vraiment l'impression, avec les gens que j'ai côtoyés justement dans les formations ou bien même des collègues, que finalement, le médecin trouve que c'est intéressant des patients qui sont un peu plus actifs, qui se prennent en charge, qui se posent des questions, qui ont envie de connaître un peu plus. C'est-à-dire, c'est des consultations un peu plus. C'est vrai qu'elles sont plus intéressantes pour le médecin également, hein, et plutôt qu'effectivement euh, les- les- le questionnaire de l'anamnèse, les quelques questions qu'on a envie de poser, et puis renouveler l'ordonnance, quoi. Ben oui, mais demander au patient, ou alors un patient qui est capable de dire, bah, vous savez, docteur, ce traitement, je me demande s'il est vraiment top pour moi, j'ai l'impression que. Et puis on en discute. Il y a des. C'est pas de dire je sais, c'est de poser des questions. Docteur, moi j'aimerais juste parler un peu de mon traitement avec vous parce que, je sais pas, j'ai l'impression que, etc. Donc, moi je trouve que les médecins, ils trouvent leur compte également. Et puis maintenant, comme tu sais, hein, on, on travaille beaucoup sur la question de la décision partagée, hein. Il y a de plus en plus de situations pour lesquelles nous, médecins, on est très contents de mettre le sujet sur la table et de dire on va pas décider tout seul. Et on est très content de dire je veux votre avis aussi parce que c'est important, ça compte. Et puis au moins, et puis je me sens un peu moins responsabilisé. Enfin, je suis responsabilisé, mais lorsqu'il y a des choix possibles, c'est bien que tout ne repose pas sur ma vision professionnelle, mais que le vécu, le souhait du patient, ce qui compte le plus pour lui, soit pris en compte. Non, Ah je pense oui, moi ça m'arrive souvent. J'ai des gens qui me disent, mais docteur, c'est vous qui savez. Je dis, ben en fait, non, c'est pas moi qui sais. Parce que le patient, c'est vous, donc c'est vous qui savez. Et donc, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Elle me dit, ben moi, je ne sais pas, c'est vous le docteur. Ah ben non, moi, le docteur, si vous voulez, c'est vous l'asthmatique et c'est vous qui savez. Et c'est vous qui savez si vous allez bien ou si vous n'allez pas bien. Mais même ça, c'est difficile parce que, tu vois, Dorian parlait tout à l'heure de l'éducation thérapeutique. Parce que quand on parle de symptômes, un patient, il dit rarement, oui, alors vous savez, docteur, en fait, j'ai eu une infection virale ORL, puis petit à petit, j'ai eu un petit peu d'oppression thoracique, un peu de contrainte respiratoire, puis ça a sifflé. Puis petit à petit, j'ai toussé, j'ai craché, je me suis réveillé la nuit. Donc manifestement, je faisais une exacerbation d'asthme. Ils disent pas les choses comme ça. Ils disent, ah ben non, j'ai fait des bronchites. Et puis le mot bronchite n'est pas associé à l'asthme. Mon docteur me dit que je fais des bronchites asthmatiformes. Alors je leur dis toujours, mais tu sais, c'est ce que m'a appris Sergio il y a très longtemps. Il me dit, mais il faut leur dire asthme bronchitiforme. Et ça devient de l'asthme. Et donc le verbatim du docteur est aussi très important pour que le patient prenne conscience qu'un certain nombre de symptômes qu'il n'associe pas forcément à son asthme, c'est de l'asthme. Et ça, c'est très compliqué. Dorian parlait d'éducation thérapeutique. Un patient, il ne peut pas savoir ce qu'on ne lui a pas appris. Et si son docteur lui dit c'est une rhinopharyngite, c'est une bronchite, c'est un machin, il colle pas ça sur son asthme. Et donc là, et effectivement, là, on revient à ce couple docteur et patient. Il est de plus en plus puissant si le patient a un certain nombre de compétences. que c'est vrai. Vraiment. Eh bien oui. Et on revient encore une fois à l'éducation thérapeutique. Ouais, ouais. On va écouter Dorian aussi, parce que nous, on discute entre docteurs, là, mais Dorian, peut-être t'as des commentaires à faire sur tout ce qu'on dit, parce que toi, tu as une. Je regarde ce qui se passe sur Facebook, sur le live en même temps. Alors, Mamie Kanassu, qui est fidèle à tous nos Qui est webinaires, fidèle, oui, c'est vrai. alors, c'est pas une question Qui est en Normandie, hein, c'est pas du tout, faut pas du tout voir. là, dans les îles. C'est plutôt une bonne idée qu'elle dit et qu'elle dit aux autres patients en même temps. Personnellement, quand je fais des réactions cutanées inhabituelles, je fais une photo que je monte lors de mon rendez-vous avec mon allergologue. Je pense que c'est aussi important de peut-être passer par ça. Alors, je suis en train de lire les autres en Mais même j'ai temps. parfois, effectivement, des gens qui enregistrent leur tout et qui me disent je toussais comme ça. Je dis, ah oui, là, vous toussez. Mais effectivement, ils me montrent quelque chose de leur. Parce que c'est pas facile quand on a quelqu'un en consulte qui va bien et qui me dit je tousse. Et en consulte, il tousse pas, on l'ausculte, ça siffle pas et qui, pour le coup, a enregistré sa toux. Ça peut être intéressant. Tout à fait, ouais. On a
Wewen KBL qui nous dit: Mon fils est asthmatique en ce moment, non contrôlé et a fait un urticaire généralisé avec œdème de Quick, donc réaction alimentaire. Nous n'avons aucune idée de l'aliment en cause. Comment devons-nous appréhender le rendez-vous avec l'allergologue? Ah, c'est toi l'expert, Yves, hein, là, Bon pour le ben, coup. le rendez-vous, c'est effectivement maximum d'informations. Ça l'aidera à débrouiller un peu la situation. Maximum d'informations, c'est arrivé quand, dans quelles circonstances, qu'est- qu'est-ce qui aurait été ingéré, quels sont les aliments qui ont été ingérés, enfin tout le maximum d'éléments de l'environnement et c'est apparu comment, en combien de temps après la prise de tel ou tel aliment, etc. Puis comment ça a évolué. Enfin, je pense qu'effectivement, là, c'est une très bonne illustration du fait que tout va reposer sur le. Alors, on est typiquement dans cette idée que on peut, un, attendre que le médecin pose toutes ces questions et comment et quand et combien de temps après la gestion de tel aliment, etc. Et est-ce que c'est arrivé avant, combien de fois? Ou alors, la personne se dit effectivement qu'elle peut déjà préparer cette consultation en notant toutes les informations importantes de manière à donner, de gagner déjà du temps de pouvoir davantage discuter avec le médecin, réfléchir et envisager des tas de choses. Donc ça, c'est vraiment un très bon exemple où le fait d'avoir élaboré déjà quelque chose avant d'arriver en consultation, bah, le médecin, il va être très content parce que ça va lui apporter beaucoup d'informations directement sans avoir à faire son enquête policière, qu'il complétera, bien entendu. Mais je pense que c'est, voilà. Là, ce qu'on essaye de montrer, c'est que le fait d'être actif dans votre prise en charge, dans votre santé, d'être justement non pas passif, c'est le docteur, c'est tout, comme disait Gilles, je me repose entièrement sur lui. Non, moi je peux vraiment être dans cette collaboration et donc avoir la possibilité de lui apporter des informations, de lui apporter mon vécu, de lui apporter mes idées, de lui expliquer ce qui est important pour moi, ce que j'attends, c'est quoi mon objectif, etc. D'ailleurs, dans l'asthme, on sait bien que les objectifs sont pas les mêmes pour tous les patients. Il y a des patients qui se contentent d'un contrôle bon, suboptimal, d'avoir de temps en temps des petites gènes, ça ne les dérange pas plus que ça, alors que d'autres ont vraiment besoin d'avoir un très très bon contrôle de leur maladie. Enfin bon, c'est comme tu disais, Gilles, chaque patient est différent, il a des attentes différentes, il a un vécu différent, il a euh, Bah, ça, c'est un peu la difficulté de l'asthme, hein, c'est qu'en fait, chaque patient, et ça, je le répète à chaque topo, c'est qu'en fait, dans l'asthme, en fait, chaque patient a sa propre histoire de symptômes. Il a sa propre relation avec ses symptômes, sa propre relation avec ses médicaments, sa propre relation avec son docteur. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui paraît simple. Et je dis toujours qu'il y a une fausse simplicité à la prise en charge de l'asthme, parce qu'on dit, bah ok, ça va, je vous fais le test de souffle est bien, donc tout va bien. Et en fait, non, tout va pas bien, parce qu'il y a peut-être un certain nombre de symptômes avec un patient. Et quand on gratte, en fait, le quotidien d'un symptôme, et d'un patient, et quand on lui dit, et comment ça se passe quand vous parlez en marchant, quand vous marchez vite, quand vous marchez en côte? Est-ce que ça sert? Est-ce qu'il y a une contrainte respiratoire? Et là, on voit des gens qui disent, bah oui, en fait, oui. Alors que quand on dit, bah comment ça va? Bah ça va. Parce qu'en fait, oui, tous ces symptômes-là, ils sont sous le seuil. Et d'ailleurs, on a énormément de patients qui utilisent leur traitement d'urgence quand ils sont en train de mourir, en fait, hein. Et alors que tous ces petits inconforts du quotidien, en fait, c'est là que le traitement d'urgence pourrait intervenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'être inconfortable sur le plan respiratoire, parce que cet inconfort respiratoire, il grignote mentalement, physiquement, tout ça. Et ça, c'est très, très compliqué parce que la plupart des patients mettent un seuil à partir duquel ils supportent plus leurs symptômes, qui est là aussi très personnel. Et ça, ce seuil-là, il faut aller le gratter, en fait. Il faut voir tout ce qu'il y a sous le seuil et tout ce qui est autorisé par ce qui n'est pas un reproche, hein, tout ce qui est autorisé par le patient. Et on voit que là, la consultation, elle prend une dimension supérieure, mais elle est aussi plus longue, ce qui est pas forcément le goût du docteur qui dit, bon, bah, ça va, quoi.
Et il y a souvent une mauvaise représentation de l'asthme, mais effectivement, nous, patients, on s'est habitués à mal respirer. Et moi, je pose toujours cette question en ETP, je suis toujours surpris de la réponse. Je dis, est-ce que pour vous, l'asthme, c'est une maladie? Et une fois sur deux, on me dit non. En fait, il y a encore cette représentation que l'asthme, c'est la Et crise ben, d'asthme pendant le sport, quoi, le cross du collège, le truc en septembre, là, quand c'est un peu humide, etc., qu'on n'en peut plus. Et en fait, mais comme tu le dis, Gilles, on ne peut pas savoir quelque chose qu'on ne nous a pas appris. En fait, si on nous apprend pas ça, que c'est une maladie chronique, etc., c'est des symptômes, c'est pas que la crise, et ben, on peut pas être bien pris en charge, Ben non, la bronchite, c'est pas de l'asthme, c'est de la bronchite. asthmatique. Yves, je pense que c'est je pense que c'est des mots et des questions que tu entends depuis longtemps, en fait, hein. oui, oui, comme tous les collègues, effectivement. Et puis, effectivement, comme disait Dorian, il y a des patients qui nous disent ça va? Ouais, ouais, ça va très bien. Et puis, vous avez des crises? Non. Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit qu'ils prennent leur bouffée d'inhalateur 5, 6 fois par jour. On dit, mais quand même, vous prenez votre bronchodilatateur tellement souvent, c'est que ça va pas. Ah ben non, dès que je suis un tout petit peu truc, je le prends, alors donc j'ai rien, du coup, j'ai rien. Sauf que pour rien avoir, certaines personnes se retrouvent avec plusieurs fois par jour la prise de leur bronchodilatateur. Mais comme justement ça coupe complètement la gêne, et ben voilà. Et donc ces gens, si on ne met pas le doigt sur cette difficulté, alors on ne pourra pas leur prescrire un traitement de fond pour éviter justement d'avoir ces symptômes récurrents, Donc, quoi. ça correspond à une de tes diapositives où tu dis donnez de façon factuelle à votre médecin la quantité de médicaments que vous prenez. C'est-à-dire que si vous prenez votre traitement d'urgence, il faut lui dire à quel rythme vous le prenez et ou donner à votre médecin la quantité de symptômes que vous avez. Et puis même, le médecin, il n'est pas là pour vous juger. Donc, si vous ne prenez pas votre traitement de fond, ça ne sert à rien de lui dire que vous le prenez. Il faut lui dire que vous ne le prenez pas. Parce que sinon, il établit tout un raisonnement sur le fait que vous prenez votre traitement alors que vous ne le prenez pas. Donc, il faut être extrêmement factuel. Ici, on n'est pas dans le cadre d'un jugement, on est dans le cadre d'une évaluation factuelle d'une quantité de symptômes. Donc, médicaments, symptômes, enfin tout ça, quoi. Exactement. Oui, le but, c'est de trouver le bon traitement. Si celui que vous avez en ce moment n'est pas optimal, bah, on peut discuter, on peut le modifier, il y a d'autres ressources. Ouais. Une question peut-être pour toi, Gilles, de Julie, qui nous dit, l'asthme sévère permet-il d'avoir une reconnaissance handicapée? Peut-être reconnaissance travailleur handicapé, c'est peut-être ce qui est sous-entendu. Oui, c'est la MDPH en fait. Bah, c'est toujours à double tranchant. Yves connaît aussi ça bien. C'est-à-dire que à partir du moment où on parle de handicap, on met un statut de handicap sur le patient. Donc ça veut dire que est-ce que l'asthme est correctement pris en charge? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de contrôle, plus de confort? Parce qu'une fois qu'il y a marqué handicap, il y a marqué handicap. Si on veut faire un prêt à la banque, si on veut faire, c'est plus tout à fait pareil. Donc il faut être extrêmement vigilant et il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait vraiment une prise en charge optimisée avant de dire oui, ok, il y a un vrai handicap et on va sur une prise en charge MDPH. Et donc c'est ça qui est difficile avec l'asthme, c'est que c'est un vrai handicap, mais il ne faut pas non plus être trop rapide sur ce type de truc parce que ça met une étiquette hein, sur le front du patient et qui est parfois négative. Donc, il faut vraiment être sûr qu'on a une prise en charge optimisée. Je ne sais pas si Yves, tu Ouais. as Pour Oui, bien. compléter, il y avait une question, pardon, il y avait une question, mais je pense que la réponse sera la même sur l'ALD. Je pense que la réponse la même. est exactement la même. L'affection de longue durée pour l'ALD. Bah, l'ALD, bon, c'est pas tout à fait la même sanction derrière, non. ALD, c'est vrai que, alors, c'est un peu dépendant des autorités de l'assurance maladie locale. Certains patients qui ont des asthmes, bah, tu connais mieux que moi, hein, relativement sévères, sont naturellement en ALD, mais parfois certains patients s'estiment sévères et justifiant une ALD, mais les critères ne sont pas réunis, notamment les critères ventilatoires, qui fait que bon, l'ALD est refusée quand elle est demandée. Mais Gilles, tu as plus l'expérience des asthmes sévères avec prise en charge en ALD. Oui, mais je dis toujours aux gens, si jamais on a sur une prise en charge avec une biothérapie qui change votre vie,
peut-être que vous aurez un confort de respiration qui va faire que vous allez avoir des projets, des choses comme ça, et peut-être que la LD ne sera pas forcément une nécessité ou le handicap et le formulaire MDPH, pas forcément une nécessité. Donc, parfois, il faut savoir se donner quelques mois avant d'aller sur ces formulaires. Mais Dorian, toi aussi, on se repasse un peu la question. Mais toi, c'est pareil, tu vois, tu as une vision de patient. Et il y a 3 ou 4 ans, si on t'avait dit que tu ferais un marathon, tu aurais fait, eh les gars, hein? Et pourtant, Ah, je chaussais pourtant, mes chaussures. Mais voilà, alors, pour le coup, pourtant, tu... effectivement, moi, j'ai la LD et la MDPH dans le cadre de mon parcours de soins, mon parcours de vie. On reprend un ancien titre de choses qu'on avait faites. Et effectivement, la LD, ça, enfin, se pose la question de quand on arrive pour faire un prêt à la banque, bah, vous êtes en ALD. Bah, donc, il faut aussi réfléchir à tout ça. Effectivement, la LD a permis aussi une prise en charge de traitements plus onéreux. Mais c'est toute une discussion qu'on peut avoir aussi avec son médecin et idem avec la MDPH. Il faut avoir une discussion aussi avec son employeur, hein, son responsable, et puis une discussion, ne pas hésiter à se rapprocher de son centre en santé en travail, hein. Je rappelle que les employés ont le droit d'aller chez le médecin du travail à leur demande et pas forcément attendre la convocation tous les 5 ans ou je ne sais combien d'années maintenant. Pour la visite de courtoisie avec l'infirmière ou le médecin du travail. Mais ça, Il y a c'est une des discussions très importantes. Je t'interromps juste une seconde. C'est-à-dire que dans un hôpital de jour asthme sévère, eh ben évidemment, il y a le diététicien ou la diététicienne parce que la gestion du sucre, du gras, tout ça, c'est pas évident. Évidemment, il y a la kiné parce qu'il faut réapprendre à respirer. Mais il y a aussi l'assistante sociale ou cette assistance-là qui est pas forcément facile parce que les gens sont souvent démunis avec ces questions-là. Et ce ne sont pas des questions de consultation, parce que la consultation, blablabla. Et quand on dit est-ce que je fais un truc handicap, on fait bon, enfin, c'est pas évident. Et donc, c'est vrai qu'il faut connaître son patient, il faut savoir un peu dans quelle mesure il y a du handicap, quels sont ses projets de vie, et c'est des questions en fait qui sont assez difficiles. Et on voit que sur les patients les plus sévères, quand on aborde ces questions-là, eh ben, en fait, il y a tout un panel de professionnels de santé qui peuvent aider et qui ne sont pas forcément sollicités. Et puis accepter le handicap aussi, hein, c'est pas évident de se dire ça va me définir finalement presque. C'est tout un travail sur soi. Eh ben Euh, oui, tu le dis très bien, hein. Tu dis, tu vois, quand tu veux après, pour le coup, c'est ce que je dis toujours aux patients. C'est-à-dire, quand vous allez aller à la banque avec un prêt bancaire et qui a marqué ALD, c'est pas la même discussion. Donc, on n'est jamais à 3 ou 6 mois près pour cette discussion-là. Et parfois, il faut se donner un peu de temps. et même en emmenant les viennoiseries à la banquière, ça suffit pas. C'est outre. Myriam pose une question. Ma fille a été diagnostiquée asthmatique. Elle a eu comme traitement de fond, donc elle nous dit Flixotide, Ventoline en cas de crise, mais le pneumologue ne m'a pas dit à quoi ressemblait une crise d'asthme. Donc là aussi, c'est aussi peut-être une question de comment le médecin peut discuter, comment le patient aussi peut poser cette question au médecin. Oui, bah, je pense qu'effectivement, c'est le patient qui peut prendre l'initiative, c'est-à-dire, sauf si le médecin est un vrai, apparaît comme un espèce de tyran. Je pense qu'effectivement, docteur, je suis pas très au clair avec la définition de la crise. Vous pouvez me dire, c'est quoi la crise? Quels sont vraiment les points que je dois repérer pour dire que c'est une crise? C'est quoi la différence entre eux? Je pense que c'est pas très long comme discussion. Je veux dire, une fois que les éléments de consultation, de bilan sont terminés, ou alors ça peut être au début. Ça peut être au début de dire au médecin, écoutez, j'ai un vrai problème, docteur, j'aimerais, seriez-vous d'accord pour qu'on en discute après votre consultation? Ça va pas prendre longtemps, je veux dire. Après, effectivement, on est dans cette démarche d'empowerment, c'est-à-dire on voudrait que les patients prennent un peu les choses en main, osent poser des questions, osent avoir leur opinion sur les questions qui touchent leur santé. Bon, est-ce qu'on fait assez pour ça? Comme disait Dorian, pour les patients qui ont suivi l'éducation, c'est plus évident, mais pour le patient qui n'a pas suivi l'éducation thérapeutique, ça peut être un peu intimidant. Je ne sais pas comment faire, mais il faut, à un moment donné, il faut oser, quand on a une préoccupation, de dire, ah, Alors, le point, c'est qu'il ne faut pas le faire tout à fait à la fin de consultation, quand on a dit au revoir, quand on a l'ordonnance. Et donc là, le médecin, il peut dire, ah, bon, bah,
j'ai des patients derrière, etc. Mais peut-être annoncer la couleur, dire aujourd'hui, docteur, bon, ça va, on a eu, depuis la dernière fois, ça s'est bien passé avec ma fille, ou alors ça s'est pas très bien passé, elle a eu plusieurs fois des événements. Je ne sais pas si c'était vraiment des crises ou pas. Est-ce qu'on pourrait en discuter? Voilà ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est une crise ou c'est pas une crise? Est-ce que ça nécessite que je la traite ou qu'on fasse un traitement de fond, etc. Voilà, c'est un point à aborder d'emblée ou dire au médecin que vous allez poser une question. Mais le médecin est toujours un petit peu gêné quand il est en train de serrer la main et que la personne lui dit au fait, docteur, voilà, parce que c'est un peu. Mais je suis d'accord avec toi hein, sur les deux choses. C'est-à-dire que le maître mot de ce que tu dis, c'est oser. C'est pas facile, mais il faut oser avec son docteur. Parce Ouais. qu'encore une fois, le docteur, c'est juste un docteur, hein. Et donc, en fait, il n'est pas là. C'est pas le gars qui sait tout sur Terre, hein. Et donc, il sait moins que vous sur votre asthme. Sauf que il faut prendre conscience que la personne la plus importante dans la consulte, c'est vous, et que Mhm. la personne qui sait sur son asthme, c'est vous. Et je suis d'accord également avec Yves quand on est en train de partir et qu'il y a ah oui, mais au fait, machin. Enfin, ouais, d'accord, il fallait en parler avant, quoi. Donc, euh, donc vraiment oser et prendre conscience que la personne qui sait, en fait, c'est pas le docteur, c'est vous. Voilà. Il y a oui, Wen, alors les réponses seront peut-être les mêmes, hein, mais la question en fait me fait penser à traitement à la demande. En fait, ça veut dire quoi la demande? Donc elle nous dit comment définir le seuil d'urgence, le moment où il faut aller aux urgences. Comment définir le seuil, le moment où il faut aller aux urgences? Toujours l'impression que les grosses crises de mon fils, de ne pas être légitime à nous rendre aux urgences. Oui, ben, c'est un petit peu le même sujet. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure les plans d'action. C'est dire, docteur, je suis vraiment embêté parce que l'autre fois, elle a fait tel ou tel symptôme et j'ai pas su quoi faire. Je me disais, c'est pas assez pour aller aux urgences, je vais déranger les gens alors que, hein, est-ce qu'il n'y a pas on peut pas fixer ensemble que vous me disiez, c'est quoi les critères qui me permettraient d'aller aux urgences ou de pas y aller? On peut se mettre d'accord avec ça? On peut le dire de manière plus naturelle. Le docteur, on peut voir ensemble les deux, trois critères qui font que ça va pas aller mieux, il faut aller aux urgences ou pas. Ouais, pendant très longtemps, hein. D'ailleurs, nos amis canadiens faisaient ça de manière beaucoup plus régulière que nous, les plans d'action, c'est-à-dire, c'est typiquement ça qu'un patient devrait connaître. C'est quoi faire en fonction des différentes circonstances. Et donc, ça peut être un point de discussion. Docteur, j'aimerais voir avec vous, peut-être on finit la consultation, et si on peut prendre 5 minutes pour qu'on regarde ensemble pour la prochaine fois, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire si elle recommence la même chose. Et le docteur va dire, bon, bah, écoutez, elle a fait ça, 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 vous l'avez trouvé essoufflé, le traitement, vous l'avez fait 2 fois son spray de secours, de bronchodilatateur d'action rapide, ça n'a pas marché. Écoutez, pour la prochaine fois, moi, ce que je vous suggère, vous pouvez le faire encore 1 ou 2 fois, et puis si ça ne marche toujours pas au bout de tant de temps, il faudra aller aux urgences. C'est pas très compliqué. Si la demande est claire et comme cette dame l'a très bien exprimé, c'est typiquement le genre de choses à demander au médecin. Et il sera très content. Je pense qu'il est plus content, le médecin, quand quelqu'un lui demande comment faire, plutôt que d'aller bidouiller sur Internet, regarder ce qui s'est passé avec d'autres patients. Parce que, comme dit Gilles, les asthmes sont différents en fonction des patients. C'est ce qu'on lit par rapport par rapport à une discussion sur les réseaux sociaux qui est valable pour un autre patient n'est pas forcément transposable pour soi. Ça peut donner des erreurs. Donc, il vaut mieux clarifier avec son médecin. Oui, ça, c'est pas transposable, hein, mais théoriquement, chaque patient asthmatique devrait avoir un plan d'action. Tu as passé beaucoup de temps à diffuser des plans d'action, à essayer de donner en fait des critères comme ça de sévérité de la situation, quand est-ce qu'un patient doit s'inquiéter. Et tu vois, cette question prouve que cette façon de faire n'est pas encore intégrée par la totalité du monde médical, pneumologique ou allergologique, alors qu'effectivement, la très grande majorité des asthmatiques devraient avoir un plan d'action. Ça reste encore. Et là, on est
sur ce que tu fais toi, Yves, l'éducation thérapeutique, sur ce que fait Dorian dans son quotidien. Et on en revient toujours au même truc. Plus le patient a de compétences, meilleure est la connaissance de son asthme et meilleure est sa prise en charge. C'est toujours, toujours la même chose. Et donc, effectivement, on revient là aussi à ce que disait Yves tout à l'heure, il faut oser, il faut oser, 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 oser poser des questions, oser sortir de la consultation avec des réponses qui sont claires et pas un truc flou en disant, ouais, bah, il a dit que ça allait. Et puis pour rebondir, je sais pas, Dorian peut peut-être nous dire, mais j'avais comme idée que les personnes qui font l'éducation, les enseignants en éducation thérapeutique, ne se sentent pas finalement suffisamment légitimes pour proposer des plans d'action. Parce qu'ils disent, ben moi, le malade, je ne le connais pas assez, c'est pas à moi de dire, face à tel symptôme, voilà ce qu'il doit faire. C'est au médecin finalement de prescrire un plan Alors, d'action. effectivement, c'est pas forcément à nous de le faire, mais en fait, faute que ce soit fait, on les fait avec les traitements que ont les patients. Alors, ça, ils sont souvent très bien faits en pédiatrie. En version adulte, c'est un peu plus compliqué. Cependant, du coup, nous, on propose un plan d'action qu'on fait avec les patients adultes ou enfants, donc suivant les traitements qu'ils ont, suivant leurs symptômes, et on leur demande de retourner chez le médecin pour que le médecin il valide ce plan d'action, puisque moi, j'ai aucune casquette Bien. pour valider le plan d'action. Bon, comme ça permet aussi d'engendrer une nouvelle discussion avec le médecin. Et peut-être que le médecin, la prochaine consultation avec un asthmatique, il dira, tiens, il y avait un plan d'action l'autre fois qui traînait, est-ce que je ne devrais pas en faire un? La réponse est oui, mais ça lui mettra la puce à l'oreille peut-être pour le prochain. Donc, voilà, dans un monde futur, chaque asthmatique aura un plan d'action. J'essaie d'être optimiste dessus. Mais oui, oui, c'est très bien que vous fassiez ça, parce qu'il vaut mieux un plan d'action discuté en éducation thérapeutique, même s'il n'est pas totalement validé par le médecin, que pas de plan d'action du tout, parce qu'effectivement, pour quelqu'un, c'est très, très compliqué de rester comme ça, livré à lui-même. C'est cette vraie difficulté-là. Mais oui. Est-ce que tu as des questions, Dorian? Jamila nous dit, finalement, pour assurer une bonne prise en charge thérapeutique du patient et être à l'écoute de ces derniers, il faut la disponibilité du médecin et être prêt à consacrer du temps suffisamment pour être à la hauteur du patient. Et elle nous remercie pour ce thème important. J'ai une question qu'on avait eue au numéro vert. Parfois, on ne s'entend pas avec son médecin, on n'est pas d'accord. Ça arrive. Et du coup, titre d'exemple, on a plein de réactions allergiques. On pense, nous, patients, qu'il serait bon d'aller voir un allergologue. Le médecin nous dit non, il nous donne des antihistaminiques qui sont pas forcément pour nous la meilleure solution. En tout cas, le patient pense que c'est pas forcément sa meilleure solution. Est-ce que le patient peut aller voir un allergologue de sa propre décision sans orientation, parcours de soins, adressage, etc. Ou est-ce qu'il faut absolument passer par le médecin généraliste pour ça? Alors effectivement, là, c'est un problème un peu délicat lorsque le médecin il a des idées un peu fixes comme ça, où il dit il faut pas. Et c'est vrai que il faut toujours écouter le patient, c'est-à-dire si le patient il pense que s'il a envie d'approfondir, c'est légitime. Donc là, on est dans une situation un peu compliquée. Alors, est-ce que le patient peut aller voir un allergologue? Oui, il y a le parcours de soins, effectivement. Pour aller voir un spécialiste, il vaut mieux être adressé par un médecin référent pour être pris en charge de manière. Bon, en dehors de cette question de prise en charge, je pense que en France, on a tout à fait la latitude d'aller consulter un spécialiste. Ça peut être à l'hôpital aussi, hein, où il y a quand même des possibilités d'avoir des bilans allergologiques. Mais ouais, là, Bah, c'est de toute façon, le truc est très simple, hein. Soit vous êtes en phase avec le docteur, soit vous n'êtes pas en phase avec le docteur. Si vous n'êtes pas en phase avec le docteur, si vous avez l'impression qu'il ne répond pas à vos questions, qu'il n'est pas tout à fait à l'écoute de ce que vous lui dites, que ce qu'il vous propose, c'est pas ce que vous avez au fond de vous, et vous avez l'impression qu'il vous propose quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous avez au fond de vous, et à ce moment-là, vous pouvez insister tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais vos réponses. Et à ce moment-là, la meilleure situation et la meilleure réponse à ça, c'est de changer de docteur, hein. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde ne plaît pas à tout le monde. Et donc, il faut de temps en temps, tous les pneumologues ne sont pas égaux, tous les allergologues ne sont pas égaux, ils n'ont pas tous les mêmes compétences et les mêmes centres d'intérêt. Et parfois, la connexion ne se fait pas entre un patient et un docteur. Et si la connexion ne se fait pas entre un patient et un docteur, c'est pas une histoire de faute, c'est pas une histoire qu'on n'a pas assez bien fait, ces machins, ces trucs. Il faut aller chercher une autre réponse et il n'y a aucun souci à changer de docteur.
Et ça, c'est très important. Si vous ne vous sentez pas en phase avec votre docteur, eh ben, écoutez, hein, voilà, il faut chercher la connexion avec quelqu'un d'autre. La situation est très simple, hein. Tout à fait d'accord. Myriam nous demande, est-ce que l'asthme d'un enfant de 3 ans s'atténue avec le temps? Alors, effectivement, alors on n'est peut-être pas dans le thème, mais on parlait de l'asthme du Pas trop. nourrisson après 3 ans, etc. En fait, est-ce que, est-ce que, On est tous les deux pas pédiatres Oui. et je crois que c'est difficile de répondre à ce type de questions. C'est évidemment pas une réponse oui ou non et je crois que là, pour le coup, c'est difficile de faire une réponse. Ça peut, mais peut-être ça peut maintenant. pas. Voilà, donc c'est vraiment trop compliqué de donner une réponse sur un dossier qu'on maîtrise pas, c'est trop risqué. Je sais pas, Yves, si tu es OK avec ça. Oui, tout à fait. Non, non, c'est vrai il y a tellement d'évolutions possibles, favorables. Ça peut arriver, bien sûr, que mais on peut pas le prédire, quoi. C'est très difficile. On n'a pas beaucoup d'éléments prédictifs chez un enfant pour savoir comment ça va évoluer, je crois. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions là Non, je sur crois le. que, je crois que c'est pas mal, on a bien fait le tour, hein. Déblayer bien les questions, je pense. Ouais, ouais, je crois qu'il y a vraiment un mot fondamental qui est celui qu'a prononcé Yves tout à l'heure, qui est oser. Oser, j'oser, quoi. Oser. Mais c'est pas, on l'a dit tout au long de la discussion et ça reste un élément absolument fondamental de la réussite de la consultation. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, hein, mais si on reste passif et en écoutant ce que dit le docteur, et ben voilà, je crois que vraiment oser, c'est absolument fondamental. Yves, si tu as un mot de conclusion, Écoute, non, je suis un peu d'accord, c'est le maître mot. D'ailleurs, je disais que dans les hôpitaux anglais, il y a beaucoup d'incitatifs pour que les patients soient un peu actifs et osent poser des questions. Je me souviens que dans certains domaines, plutôt dans la question du tabac, euh, il y avait des affiches du CFES, hein, de l'INPES, c'est-à-dire l'Institut français de prévention, qui encourageaient les personnes à discuter avec leur médecin. Ça s'appelait Osons en parler. Donc, je pense que c'est valable pour nous aussi, pour nos patients. Il faut oser en parler. Et puis, ne pas penser qu'on va déranger le médecin, que il y a vraiment c'est réciproque. Je pense que les médecins sont contents d'être en consultation. Ça, vraiment, pour avoir été en contact avec beaucoup, beaucoup de médecins, je pense qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus ouverts, les médecins, les plus jeunes, à la discussion, au dialogue avec les patients. C'est dans l'air du temps. Donc, il faut pas hésiter, il faut oser et puis penser que les deux sortiront gagnants de cette nouvelle façon d'être en interaction. toi Dorian, toi qui es patient, qui fait de l'éducation thérapeutique, je pense que ce qui ressort de cette discussion, c'est, je sais pas comment tu peux conclure ce Non, webinaire. effectivement, je vais reprendre le mot, hein, mais il faut oser dire au médecin ce qu'on a envie de lui dire, ce qu'on ressent aussi au quotidien. Les attentes médecins, c'est pas les mêmes que les attentes patients, hein. Le médecin, il va être peut-être plus sur le médicament, traitement. Le patient, lui, va peut-être juste avoir envie d'aller jouer au foot, d'aller cuisiner, d'aller aspirer des fleurs, peut-être, enfin, je ne sais quoi. Donc, il faut effectivement pas avoir peur d'oser dire les choses. Et puis, effectivement, peut-être qu'on ne se trouvera pas totalement d'accord tout de suite, mais la relation patient-médecin, la décision partagée, elle est importante et donc il ne faut pas l'oublier. Et n'hésitez pas pour les patients qui ont besoin de se rapprocher de centres d'éducation thérapeutique, hein, sur le site de l'association Asthme Allergie, vous avez toute la liste des écoles de l'asthme. Il y en a à peu près, je pense, une par département. Donc, rapprochez-vous de ces structures pour peut-être aussi apprendre à discuter, à dialoguer avec le médecin. Et les médecins aussi, formez-vous en éducation thérapeutique pour aussi, je pense, pouvoir dialoguer avec les patients aussi, si je peux me permettre, Gilles, aussi. Pas te concerne, non, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Yves, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était pour nous une vraie chance d'avoir ton expérience dans ce domaine-là. On sait que tu as vraiment été précurseur dans l'éducation thérapeutique et ça a été vraiment un long travail de plusieurs années et on te doit beaucoup sur ce domaine-là. J'exagère même pas. Merci Merci. encore. C'était une discussion en tout cas riche et intéressante.
et ça m'a vraiment fait plaisir de participer. Merci et bonne soirée à tous. Et le webinaire prochain, c'est je ne sais pas quand et je ne sais pas sur quoi, Alors, mais je peux te le dire puisque vas-y. c'est l'éducation thérapeutique pour pas changer de sujet. Et de mémoire, si je dis pas de bêtises, ça doit être le mercredi 22 mai. Je serai tout frais de rentrer de vacances. Donc, voilà, on sera en En duo pour ce. sachant qu'on a également début mai la journée mondiale de l'asthme et qu'il y aura également un webinaire qui sera sur le site Asthme Allergie et vous aurez toutes les informations. Donc un webinaire début mai sur la journée mondiale de l'asthme et un webinaire sur l'éducation thérapeutique qui fera tout à fait le pendant de la discussion qu'on vient d'avoir. Merci à tous, merci Dorian, merci Yves et bonne soirée à tous. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Merci. Au revoir.